Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci à la CARSAT de son invitation. Merci beaucoup. Merci aussi à l'équipe d'ergonomie de Clermont-Ferrand, qui je crois est en plein développement. Merci à Fabien Coutarel pour son accueil. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Très content parce que c'est très agréable, et je crois que c'est très important aussi, agréable et important à la fois, pour un chercheur de venir régulièrement partager ses résultats de recherche avec des praticiens. Voilà. Pour vérifier, c'est l'occasion pour nous de vérifier, vous savez, si ce qu'on raconte colle bien à votre réalité, ou si on aurait tendance de temps en temps, vous savez, à décoller et à partir finalement dans des sphères dans lesquelles vous ne pourriez plus jamais nous retrouver, ce qui serait évidemment un peu dommage et ce qui nous interrogerait sur l'utilité sociale de ce qu'on essaie de raconter. Voilà. Bon, je suis très content de venir vérifier avec vous si effectivement ce que je raconte vous parle, colle un peu à vos réalités. Si ça vous intéresse en un mot. Hein. Autant dire donc que j'attends beaucoup bien sûr de l'échange que l'on aura au terme de mon intervention. Voilà. Mais avant cet échange, il va falloir en passer par les fourches codines de mon speech. Alors, l'intervention de ce soir, je l'ai intitulée « Savoir réguler les transformations organisationnelles ». Deux points. Un atout pour la santé et la performance. Voilà. Je vais même vous répéter ce titre une deuxième fois, parce que figurez-vous que finalement, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est très largement en fait un commentaire de ce titre. Très largement un commentaire de ce titre. Donc vous me pardonnez si je vous le refais. Savoir donc réguler les transformations organisationnelles, un atout pour la santé et la performance. Alors peut-être pour introduire cette conférence, souligner déjà, commenter une des parties du titre, qui est plutôt la fin du titre. Hein. L'idée, c'est de réguler les transformations organisationnelles et le pari, c'est que si on sait réguler, c'est un atout à la fois pour la santé et un atout pour la performance. Bon. Je crois que ça indique déjà, pour commencer, cette idée qu'il faut absolument, je crois, traiter ensemble les questions de santé et de performance. Je crois qu'il est très important quand on intervient dans nos organisations, quand on essaie de les transformer, il est très important de ne pas faire du dossier de santé un à côté de nos transformations organisationnelles, de ne pas faire de nos questions de santé quelque chose que l'on viendrait ajouter à la question de savoir comment on bâtit la performance. Mais je crois qu'il est très important dès le départ de tenir les deux ensemble, la performance et la santé. Il est important de le faire parce que les questions de santé et de performance, loin d'être orthogonales, je crois que fondamentalement, elles se rejoignent. Elles se rejoignent. Et je voudrais m'en expliquer un peu. Elles se rejoignent, les questions de santé et de performance, pour au moins deux raisons. La première raison, elle est très attendue. Je crois que vous l'avez tous en tête, je vais passer rapidement. La première raison pour laquelle santé et performance doivent être tenues ensemble dans nos entreprises, c'est tout simplement parce que la santé est une ressource pour la performance de nos organisations et la santé des collaborateurs est une ressource pour la performance durable des organisations. Ça, je pense particulièrement si vous êtes ici ce soir et à la CARSAT, on en est évidemment convaincu. L'idée toute simple, c'est qu'on ne conquérera pas une performance durable dans nos organisations et dans nos entreprises sur le dos, excusez-moi de le dire aussi simplement, sur le dos de la santé de nos collaborateurs. Et si jamais on tentait de le faire, évidemment, les questions de santé nous reviendraient très rapidement en boomerang dans la figure, en détruisant évidemment de la performance. Bien entendu. Bien entendu. À travers des phénomènes que vous connaissez bien, hein, turnover, absentéisme, incapacité, désengagement et démobilisation de nos collaborateurs, donc vous savez bien que c'est un problème de management extrêmement important et que le désengagement est devenu extrêmement fort dans beaucoup de nos organisations. Hein. Et bien entendu, la mauvaise santé crée, bien sûr, du désengagement et de la démobilisation, sans compter, bien sûr, des effets de réputation négatifs, comme ont pu en subir beaucoup de grandes entreprises au cours des dernières années. Donc évidemment, santé et performance, il faut les tenir ensemble. D'abord simplement parce que la santé, c'est une ressource pour la performance durable. Mais je crois qu'il y a aussi une deuxième raison. Celle-là, elle est peut-être un tout petit peu plus inattendue pour vous, mais c'est que je crois que si la santé est une ressource pour la performance, hein, je crois aussi que la performance est une ressource pour la santé.
je suis bien convaincu que la performance est une ressource pour la santé des collaborateurs. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il me semble qu'un des premiers moteurs de ma santé au travail, une des premières choses très simplement qui fait que je vais bien au travail, c'est parce que j'arrive à bien faire, dans de bonnes conditions de performance, le travail qui m'est confié. Et ça, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin des ressorts de la santé au travail. Il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Mais un des premiers ressorts évidents, il est tellement évident que de temps en temps on l'oublie, c'est que la première chose qui fait que je vais bien dans mon travail, et même que mon travail va pouvoir devenir même une ressource pour ma vie privée, c'est quand je peux faire tous les jours un travail que j'arrive à faire, que j'arrive à bien faire, dans de bonnes conditions de performance. Et de ce point de vue-là, bien sûr, la performance devient une ressource pour ma santé. Je construis de la santé au travail, disait la philosophe Simone Weil. Vous savez, c'est quelqu'un d'important pour penser le travail. Simone Weil, grande philosophe de l'entre-deux-guerres, pas notre ministre de la Santé, qui même si elle était quelqu'un d'important, Simone Weil, la philosophe, cette agrégée de philosophie qui avait fait un détour en usine pour aller vivre les conditions de travail. Et elle avait cette phrase qui fait un tout petit peu emphatique, mais qui traduit bien la réalité que j'essaie de vous donner ici. Elle disait le premier critère d'un travail qui est bon pour l'homme et qui le rend en bonne santé, dans lequel il va pouvoir construire de la santé, c'est qu'on ait tous un travail dans lequel on puisse se contempler. Voilà. Pouvoir dire, eh bien, aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, je me suis usé. Et on ne supprimera jamais ces efforts et cette fatigue au travail, bien sûr. Mais ces efforts et cette fatigue ont du sens parce que j'ai fait un bon boulot, parce que j'y suis arrivé, parce que je peux me contempler dans ce travail, parce que c'était du bon Fabien. Aujourd'hui, j'ai fait du bon Fabien. Je ne sais pas si tu peux dire ça à ton travail aujourd'hui, mais... Et dans ces conditions-là, évidemment, on rentre fatigué à la maison, mais on rentre porté par ce que dit très bien le bon sens populaire, mais très juste, habité du sentiment du devoir accompli. Et donc, réussir à bien faire son travail n'annulera pas la fatigue du travail, et même une certaine usure. Mais la fatigue et l'usure, c'est la vie, à tel point qu'on finira tous par mourir. Il faut bien s'en convaincre. Mais évidemment, dans le travail, il s'agit avant tout de donner du sens à cette fatigue, de manière à pouvoir, évidemment, dépasser cette fatigue dans le sens du bon travail. Cette formule un tout petit peu emphatique de Simone Weil, pouvoir se contempler dans son travail, elle paraît peut-être un tout petit peu philosophique et théorique pour commencer cette conférence, alors qu'elle n'est pas théorique pour dessous. Elle n'est pas théorique pour dessous. Elle est au contraire extraordinairement concrète et pratique. Prenons quelques exemples. Mon métier consiste pour une part à enseigner, évidemment. Qui sont les enseignants qui vont bien à l'université et qui sont ceux qui vont mal? Eh bien, écoutez, il est un constat d'évidence que mes collègues qui vont bien à l'université sont ceux qui arrivent à enseigner, qui arrivent à faire des cours en amphi, qui arrivent à faire des cours qui vont les fatiguer, bien sûr, mais des cours dans lesquels, incroyable, les étudiants sont là. Ce qui est déjà une première chose, parce que les étudiants, ils ne sont pas toujours là. Deuxièmement, ils sont là et ils ont l'air à peu près éveillés. Ça, il faut se méfier, parce que nos étudiants ont développé des stratégies formidables pour paraître éveillés, mais dormir à l'intérieur. Donc, il faut se méfier. Mais il faut aussi que de temps en temps, évidemment, dans ce cours, on voit un tout petit peu leurs yeux briller, qu'ils nous donnent une fois de temps en temps, ça n'arrive pas souvent, je vous rassure, mais qu'une fois de temps en temps, ils paient en retour les efforts que l'on déploie par un œil qui s'illumine, qui nous laisse croire que peut-être on est en train de leur apprendre des choses utiles, qu'ils n'avaient pas considérées comme ça, qu'ils n'avaient pas vues comme ça. Et évidemment, quand on arrive au moins une fois de temps en temps à faire un bon cours dans lequel on peut se contempler, eh bien évidemment, on n'a pas annulé la fatigue. On sort crevé de l'amphi. Bon. On sort crevé, mais avec ce sentiment du devoir accompli, et on sort envahi, vous savez, d'une fatigue un peu légère finalement, dont on pourra se départir très facilement au terme d'une bonne nuit de travail. Et qui en plus fera de notre travail non seulement un travail qui développe notre santé, mais un travail qui sera une ressource pour la vie privée. Parce que l'on arrivera à la table familiale, fatigué certes, mais détendu, avec une image de soi et de notre utilité sociale à peu près construite, avec des choses positives à partager avec notre épouse, nos enfants ou nos amis, etc., etc. Alors que qui va mal à l'université? Qui va mal à l'université?
parmi les enseignants ceux qui précisément, et eux vont mal, eux sont absents, eux dépriment évidemment, ceux qui n'arrivent pas à faire des cours. Ceux qui n'arrivent pas à faire des cours. Ils dépriment non pas parce qu'ils sont fatigués exactement comme celui qui a fait un bon cours, mais ils sont constamment pris par ce sentiment de ne pas y arriver. Les étudiants ne sont pas là, les étudiants désertent, et on a beau en tant qu'enseignant mettre des bouchons sur nos oreilles pour ne pas entendre les bruits de couloir qui circulent à une vitesse folle, disant que ce prof est assommant, que c'est épouvantable, qu'on ne comprend rien, etc. Rassurez-vous, chers étudiants ou ceux qui l'ont été, tous les enseignants l'entendent ça, même s'ils font semblant de ne pas l'entendre. Et quand on fait du mauvais travail, et quand on fait des mauvais cours, on sort évidemment harassé, mais harassé avec cette fois-ci par une fatigue qui nous transperce, dont on n'arrivera pas à se défaire facilement. Une fatigue, ô horreur, qui va nous réveiller la nuit, qui nous empêchera de dormir. Et pourquoi nous empêchera-t-elle de dormir? Parce qu'on sait que le lendemain, ça recommence. Il y a encore ce travail qu'on n'arrive toujours pas à faire. Donc évidemment, si la santé est une ressource pour la performance au sens au moins minimal de réussir à bien faire mon travail est aussi bien entendu une performance pour la santé. Et quelque chose de tout à fait important pour la santé. On le sait, ça vous savez, parmi les professions qui ont mis en premier cette question de la santé au travail dans l'espace public, il y a notamment les infirmières et les soignants au sens large. Quand on écoutait les infirmières et les soignants, que nous disaient-elles? Elles ne nous disaient pas, surprenant, on aurait pu croire que c'est ça. Notre métier est difficile, on s'affronte à des corps souvent vieillissants, à des patients polypathologiques, à la mort, à la souffrance, et tout ça, c'est terrible. Non, ça c'est nous qui ne sommes pas soignants qui le pensions. Elle ne nous disait pas ça. Elle nous disait on va mal parce qu'on n'arrive plus à bien soigner. Et par conséquent, tous les efforts que l'on déploie dans la journée, au chevet des malades, ça c'est notre métier. S'affronter à la souffrance, ça c'est notre métier. C'est même le sens de notre métier que d'accompagner la mort et la souffrance. Mais évidemment, ce qui va donner du sens à nos efforts quotidiens, à notre usure quotidienne, c'est d'avoir l'impression de bien le faire. Or, que nous disait-elle? On va mal parce qu'on ne peut plus faire du bon travail. Et elles avaient même inventé un mot. Elles disaient finalement, nous on est contraints de maltraiter. Elles ont inventé ce terme de maltraitance. Évidemment, quand elles maltraitent les patients, elles font mal leur travail et donc leur fatigue les transperce. Elle n'a plus aucun sens. Se lever le matin et s'user ne permet plus du tout, évidemment, d'être dépassé dans le sens qui est que ce que je fais, ça sert. Ce que je fais, ça sert. Et ça pose une contribution au monde positive, évidemment. Je vous prends un dernier exemple sur ce terrain-là. Ce qui est vrai pour les enseignants et ce qui est vrai pour les infirmiers, je crois que c'est vrai pour tous les métiers. Mon conseiller de clientèle en banque, il a besoin lui aussi, comme le disait Simone Veil, de pouvoir se contempler dans son travail. C'est-à-dire d'avoir le sentiment d'apporter à ses clients les solutions, les bonnes solutions de financement pour leurs projets. Et quand il fait ça, évidemment, lorsqu'il arrive à faire ça, eh bien ça donne du sens, bien sûr, à sa fatigue et ça lui permet à lui de récupérer et de la dépasser. Je vous raconte une petite histoire. À ce propos, je vais essayer de la faire courte quand même, l'histoire de mon chargé de clientèle en banque, pour vous montrer à quel point on est attaché, évidemment, au bon travail. Parce que le bon travail est ce qui nous permet justement de dépasser la fatigue et de lui donner du sens. Mon chargé de clientèle en banque, je me souviens, il y a quelques années, je voulais acheter une maison, enfin, comme beaucoup d'entre nous, et je cherchais une solution de financement, évidemment une solution de financement pas trop chère. Et donc, je vois mon chargé de clientèle, on fait le dossier habituel, et puis il me dit, on se revoit dans 10 jours et je vais essayer de vous obtenir le meilleur prêt. Je reviens 10 jours après et je le trouve mi-figue, mi-raisin. Content, mais en même temps pas tout à fait. Et on s'installe, et dans un premier temps, je le vois très joyeux, appuyé à l'arrière de son fauteuil, et il me dit, « Monsieur Deschessart, vous allez être ravi. » L'histoire est vraie, bien entendu, sinon elle n'aurait pas d'intérêt. Vous allez être ravi, je vous ai trouvé un crédit formidable et un taux génial. Et il me regarde et il me contemple joyeux et en même temps il se contemple lui-même faisant du bon travail. Et il était content comme tout. Et puis je le vois un peu plus embarrassé et là il change de mine, il se penche sur son bureau et il me dit « Mais alors voilà, pour vous obtenir ce taux, il faut que je vous vende la carte Tartampion. » Je suis obligé de le faire. C'était du crédit revolving en fait. Donc il me dit, je vais vous vendre la carte Tartampion. Et je le voyais très très embêté.
Et il me dit, je vais vous vendre la carte Tartampion, mais vous savez, ne vous inquiétez pas, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et vous savez ce que vous allez faire? Et là, il se penche sur le bureau, il part très doucement, il dit, quand vous allez la recevoir chez vous, vous allez ouvrir l'enveloppe, immédiatement, vous allez déchirer la carte et la jeter à la poubelle. Parce que c'est une véritable cochonnerie absolument hors de prix. Donc, si vous l'achetez, comme elle est gratuite, ça ne vous coûtera jamais rien. Et il se remet à l'arrière de son fauteuil. Et là, il me sourit de façon merveilleuse. Il avait réussi à reproduire du bon travail. Il avait réussi à faire du bon travail, à satisfaire malgré toutes les embûches, son client. Et finalement, évidemment, à maintenir le sens de son travail qui, ce soir, lui permettrait de dormir tranquillement. Voilà. Donc ça, je crois que c'est un point important hein, dont va dériver tout le reste de mon intervention. Hein, c'est que si, bien sûr, la santé est une ressource pour la performance durable, hein, il faut bien voir, bien sûr, que la performance, le bon travail, est une ressource pour la santé des collaborateurs. La question qui vient, et sur laquelle je vais poursuivre, hein, la question qui vient, c'est, dès lors, c'est de quoi avons-nous besoin, évidemment, pour que nos collaborateurs fassent un bon travail dans lequel ils vont pouvoir se contempler. Finalement, traiter les questions de santé au travail va consister très largement aussi à se préoccuper des conditions dans lesquelles mes collaborateurs font ou pas du bon travail. Alors, à ce niveau-là, je voudrais introduire un tout petit point théorique, puis on va revenir tout de suite après à des choses concrètes, mais essayer d'aller un peu plus loin sur cette question de quoi avons-nous besoin pour faire du bon travail. Et il me semble, et c'est là que j'en viens à l'autre partie de mon titre, que pour faire du bon travail, on a besoin de régulation. De cette chose que j'appelle régulation, qui est un peu mystérieuse pour l'instant, mais que je vais expliquer évidemment. On a besoin évidemment de régulation du travail. Et je vais expliquer ce que c'est. Mais pour bien comprendre ce que j'entends par régulation du travail, il faut dire, et ça c'est mon petit topo théorique, hein, qu'il me semble qu'en fait, pour bien travailler, on a besoin de deux choses. On a besoin, certes, de régulation, évidemment, je vais expliquer ce que c'est, mais on a besoin, avant la régulation, on a besoin bien sûr aussi de bonnes règles. On a besoin de bonnes règles pour bien travailler. Il faut que dans notre organisation, il y ait des règles inscrites dans des process, des standards, des procédures, etc., qui soient suffisamment bien conçues pour qu'elles nous servent d'instruments au quotidien pour faire du bon travail. Donc la première chose, et ça on l'a tous en tête, hein, la première chose à laquelle on a besoin d'être attentif dans nos organisations, c'est la qualité de nos règles qui s'expriment sous forme de procédures, de standards, de process, etc. On n'en manque pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Côté des règles, hein, on est assez bien équipé, mais c'est très important. Loin de moi l'envie, évidemment, de dire « passons-nous de règles et tout ira mieux ». Il nous faut évidemment des règles et des bonnes règles, conçues de façon habile pour qu'elles servent vraiment d'instrument au bon travail des collaborateurs. Essayons de soigner à l'hôpital sans respecter les protocoles de soins issus des sciences médicales, on va être très embêté. J'interviens en ce moment dans le nucléaire. Essayons de bien maintenir un réacteur nucléaire sans respecter les standards de maintenance mis en place par les sciences de l'ingénieur. On va être très, très embêté. Donc, les règles, quelle que soit la variété des choses sous laquelle elles s'expriment, et la qualité de ces règles, est une ressource tout à fait indispensable pour faire du bon travail. Tout à fait indispensable, mais notoirement insuffisante. Notoirement insuffisante. En plus des règles, évidemment, on a besoin de cette espèce de mistigris que j'évoque depuis tout à l'heure et que je n'ai pas encore définie. Hein. On a besoin, évidemment, en plus des règles, d'une activité de régulation. Qu'est-ce que c'est que cette activité de régulation? C'est une activité permanente d'adaptation des règles, mais aussi de production de règles complémentaires pour faire face aux spécificités de la situation de travail dans laquelle je suis pris. Il y a des règles, mais il y a aussi dans toute situation de travail, dès qu'on y regarde de plus près, une activité de régulation, de production de trucs, de ficelles, de règles complémentaires qui vont me permettre de faire face à la situation de travail telle qu'elle se pose ici et maintenant et qui n'est jamais totalement résumée et jamais totalement capturée par les règles. Lorsque je travaille, que ce soit à l'hôpital, dans l'industrie, dans la banque, évidemment, il y a une partie toujours souvent irréductiblement singulière de la situation dans laquelle je suis prise. Et pour faire face à cette singularité, il va falloir que j'ajoute, en plus des règles, des façons de faire
locales pour faire face aux spécificités de la situation. Pourquoi nos situations de travail sont toujours spécifiques? Pour tout un tas de raisons, hein, vous le savez bien. J'en donne quelques-unes. Parce que, par exemple, une personne est absente à l'hôpital, il nous manque une aide-soignante, ou parce qu'un matériel est en panne, ou parce que dans les centrales nucléaires, parce qu'il nous manque une pièce de rechange, c'est pas rare, je vous assure, ou alors encore parce que le client a une demande spécifique, ou alors encore tout simplement, et comme c'est très fréquent et comme c'est dans la nature des règles, tout simplement parce que la situation spécifique à laquelle je m'affronte là n'a pas été anticipée par les concepteurs. Les concepteurs ne sont pas des génies omniscients, ils sont en rationalité limitée, comme on aime le dire à l'université, vous me passez ce gros mot, hein. Rationalité limitée, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prévoir tous les états du monde à venir, et par conséquent, il y a des situations de travail qui n'ont tout simplement pas prévu, et pour lesquelles il n'y a pas de règle. La règle a nécessairement des trous dans la raquette. Et donc la performance de l'entreprise et des équipes de travail va très largement se conquérir dans la qualité des règles, mais aussi dans l'habileté des travailleurs et des collectifs à compléter ces règles en fonction des spécificités de la situation locale. Voilà. Et bien entendu, les règles, elles sont d'autant plus incomplètes et elles demandent d'autant plus à être adaptées localement, complétées, voire même de temps en temps oubliées, que nous sommes en période de transformation ou de changement organisationnel. Parce qu'en période de transformation, pour le dire très simplement, on essuie les plâtres. On est les premiers à utiliser les nouvelles règles, le nouveau paramétrage du système d'information, la nouvelle procédure qualité, etc. C'est la première fois qu'on la met à l'œuvre concrètement. Et donc évidemment, elle n'est pas encore tout à fait adaptée, pas tout à fait ficelée encore aux réalités de mon travail. Par conséquent, bien travailler, bien sûr, suppose toujours des règles plus de la régulation. Des règles plus de la régulation. Jusque-là, vous me suivez? Ça va? C'était le topo théorique. On l'a évacué. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit que bien travailler supposait évidemment de concevoir des règles qui soient des instruments pour les collaborateurs, mais aussi évidemment d'être attentif à leur capacité à réguler localement le travail, et bien une fois qu'on a dit ça, revenons au constat. Qu'est-ce que font nos entreprises? Qu'est-ce qu'on constate dans nos organisations? Eh bien, il me semble évidemment que dans nos organisations contemporaines, il n'est pas rare que l'on fasse grand cas de la question des règles, qu'on soit extrêmement attentif à la question des règles, à tel point d'ailleurs qu'on en produit énormément, énormément. Et on en produit énormément parce qu'on est souvent animé, vous savez, d'un délire ou d'un espoir, d'un délire techniciste, vous savez, qui est que finalement, lorsque j'aurais mis en place tout un tas de règles, j'aurais fini par capturer le travail. Il n'y aura plus de problème, je l'aurais complètement mis en boîte, je le maîtriserais parfaitement. Et animé de ce délire un peu techniciste, on produit des règles. Et on en produit beaucoup, face à chaque problème, avec l'espoir fou un jour d'avoir capturé tout le travail. Et si on est très attentif à cette question des règles, et si on y passe beaucoup de temps, à tel point qu'on crée dans l'organisation de multiples spécialistes des règles, on divise le travail sur les règles de la maintenance, les règles de la qualité, les règles de la production, les règles de l'hygiène, les règles de la sécurité, mais les règles du contrôle de gestion, les règles des RH, etc., etc. Tout un tas de gens qui sont là dans la justification et d'être des experts qui vont mettre en boîte le travail en produisant des règles, animés de l'espoir fou que ça y est, je maîtrise le travail. Eh bien, on est tellement évidemment pris par ce délire techniciste, sur la source duquel on pourra revenir, d'où vient-il, que finalement, évidemment, on accorde bien peu de place et bien peu d'attention à la régulation. Je dirais même qu'à force de mettre en place un nombre de règles absolument incroyables, on rend même encore plus nécessaire, évidemment, la régulation parce qu'on oblige les équipes à travailler avec toutes ces règles, à arbitrer, à les adapter, à fabriquer des compromis, etc., etc. Et il me semble que dans nos organisations contemporaines, si on est extraordinairement attentif à la qualité des règles et à la production de règles, à tel point que dans nos écoles de gestion, on forme des cohortes de concepteurs de règles, c'est notre spécialité. Si on est extrêmement attentif à cette question, évidemment, de la production des règles, on est trop peu attentif à la nécessité de la régulation, voire, il me semble, dans beaucoup d'organisations avec lesquelles je travaille, on ignore tout simplement que la régulation est nécessaire et qu'elle aura lieu.
Et par conséquent, le gros problème, c'est que quand on n'est pas attentif à la nécessité de la régulation, eh bien, on risque de mettre bien peu de ressources à la disposition des collaborateurs qui, pourtant, en situation concrète de travail, devront réguler. Quelles sont les ressources que l'on ne met pas à la disposition de nos collaborateurs? Eh bien, par exemple, une ressource essentielle, évidemment, pour réguler le travail, c'est discuter du travail avec les personnes qui le font avec moi. Quelle est la situation dans laquelle on est, quel problème se pose, comment on le résout, quelle décision on va prendre ici et maintenant, etc., etc. Ça suppose un dialogue sur le travail quasi permanent. Eh bien, dans beaucoup d'organisations dans lesquelles j'interviens, ces espaces de dialogue sur le travail sont devenus quasi inexistants. On les a remplacés par d'autres. Parce que des espaces de communication dans nos organisations, ça, on en a plein. Il n'est pas sûr du tout qu'on y mette en dialogue le travail, mais des espaces de communication, on en a énormément. Si on n'a plus beaucoup d'espaces de dialogue sur le travail qui sont nécessaires pour réguler l'activité, en revanche, on a tout un tas de temps de communication descendant. Les managers avec lesquels je suis, toutes les semaines, ils font une petite réunion d'information avec leurs équipes, dans lesquelles on va leur demander, vous savez, de descendre de l'information, etc. Puis on va leur demander ce Graal du management contemporain. On attend d'eux qu'ils donnent le sens du travail. Donnez le sens, chers managers. Et pour qu'ils puissent donner le sens, on va les équiper, là, dans la technostructure, de tout un tas d'objets qui vont les aider à donner le sens. Vous savez, un diaporama, une valise, un support, etc. Et alors, ils vont projeter ça à leurs équipes dans une réunion hebdomadaire. Hein. Et puis, leurs équipes, subjuguées par le sens qui leur arrive, comme ça, elles vont adhérer. Ah, c'est proclamation du sens, subjugation des équipes, adhésion. Et ça, évidemment, ces temps de communication descendante prennent énormément de temps, consomment énormément de temps, parce qu'il faut les préparer. C'est un moment où le manager est en scène, il les prépare. Mais évidemment, lui-même, il faut qu'il ait eu d'abord un temps de communication descendant avec ses chefs. Il n'y va pas si on ne lui a pas d'abord expliqué le sens qu'il allait répercuter auprès des équipes. Et donc, évidemment, vous voyez bien, avec une conception, avec des temps de communication qui ne sont pas du tout consacrés au dialogue sur le travail, qui sont consacrés au monologue sur le sens. On va expliquer aux collaborateurs. Si on n'explique pas, il y a quand même de grandes chances qu'ils ne comprennent pas, quoi. Donc, on va expliquer. Et évidemment, vous voyez bien, c'est une conception du sens un tout petit peu fruste en plus, hein, dans lequel, en gros, il y aurait ceux qui le conçoivent à un bout de la chaîne, plutôt en haut, et puis en bas, il y a ceux qui se contenteraient de le consommer la bouche ouverte. Et donc, on a finalement beaucoup de temps de communication, notamment des temps de descente d'informations, hein, qui sont consacrés beaucoup plus à du monologue qu'à du dialogue, dans lesquels on descend du sens, mais dans lesquels on parle très peu, finalement, du travail et de sa régulation. On passe beaucoup de temps à expliquer la politique de l'entreprise, sa stratégie, et très peu de temps à s'expliquer à partir de la réalité du travail. Et s'expliquer à partir de la réalité du travail suppose évidemment d'ouvrir des temps de dialogue sur le travail. Donc, première ressource qui, me semble-t-il, manque souvent, c'est que, comme on est trop peu averti de la nécessité de la régulation, la première ressource que l'on ne met pas à la disposition des collaborateurs, ce sont des temps de dialogue sur le travail. Deuxième ressource qui manque, me semble-t-il, beaucoup dans nos organisations et qui est pourtant une ressource essentielle pour la régulation du travail, c'est que dans la plupart des organisations dans lesquelles nous sommes intervenus, eh bien, une des ressources essentielles qui manque pour réguler l'activité, c'est une ressource toute basique, toute bête, hein, c'est le temps de présence du chef, le temps de présence du cadre. Le cadre est une ressource essentielle pour réguler le travail. C'est lui qui bloque du temps, c'est lui qui le sanctuarise, c'est lui qui permet qu'on prenne la parole, c'est lui qui permet d'arbitrer, c'est lui qui pose un cadre, c'est lui qui garantit qu'on va pouvoir discuter sans s'écharper, s'affronter sans se massacrer, etc., etc. Or, le constat que l'on fait dans beaucoup d'organisations, à l'hôpital, dans la banque assurance comme ailleurs, c'est qu'on a des cadres qui sont de moins en moins en proximité du travail opérationnel de leurs équipes. On a des cadres qui sont de plus en plus sur une autre planète. On les a montés sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il semblerait qu'être au contact du travail pour soutenir la régulation du travail opérationnel, ça n'est pas tellement de prix.
Donc on les a mis sur tout un tas de tâches à plus forte valeur ajoutée qui font que les équipes ne les voient pratiquement plus, ou alors entre deux portes, vite fait. Mais évidemment, lorsque le cadre n'est pas là pour aider à mettre en dialogue le travail et pour réguler l'activité, il manque une ressource essentielle, bien sûr, pour le faire. Et la régulation va devenir coûteuse. Alors ces cadres qui ne sont pas dans l'activité, les cadres eux-mêmes souvent le savent, mais ceux qui le disent très bien, et nous avons des kilomètres d'entretien de collaborateurs sur cette question-là, ceux qui le disent très bien, ce sont les collaborateurs eux-mêmes. Les collaborateurs disent « on a besoin de voir notre cadre » pour qu'ils connaissent les réalités de notre travail et pour qu'ils nous aident à les dénouer. Or, notre cadre, on le voit de moins en moins. La plupart des équipes dans lesquelles on a travaillé, loin de nous dire « mon cadre, moins je le vois, mieux je me porte », nous disaient exactement l'inverse. Rendez-nous notre cadre. Rendez-nous notre cadre. Au moment même où le travail devient plus exigeant, et ça on le mesure tous, ils nous disaient tous, au moment même où le travail devient plus exigeant, cette ressource essentielle qui est le cadre, pour faire face au travail quotidien, pour redonner une direction, etc., cette ressource essentielle n'est plus là. Et on en a besoin. Et on en a besoin. Rendez-nous notre cadre. Vous vous rendez compte qu'on est très loin du discours sur la libération. Hein. Il ne s'agit pas de libérer les équipes, hein, comme on l'entend beaucoup. Elle ne nous disait pas « libérez-nous de l'emprise de notre chef ». Elle disait « rendez-nous notre chef » à des fins d'animation de la régulation du travail quotidien. Alors, où sont ces chefs? On pourra peut-être en rediscuter. Hein. Je vous donne deux pistes quand même. Je vous donne deux pistes. On a fait évidemment du suivi des cadres. Je vous rassure, les cadres sont très pris. Hein. Ils ne font pas rien, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, les collaborateurs le savent eux-mêmes. Hein. Ils disent « mon cadre, je ne vois pas beaucoup, il n'est pas là beaucoup. Mais, oh, il a l'air, le pauvre, les rares fois où je le croise, il n'a pas bonne mine. » quoi. Et ces cadres, où sont-ils? Ces cadres qui sont une ressource essentielle pour la régulation du travail opérationnel, il nous semble qu'ils sont pris au moins sur deux scènes. Hein. D'abord, ils passent énormément de temps à ce qu'on a proposé d'appeler, je ne sais pas si ça va vous parler, l'entretien et l'alimentation des machines de gestion. Ils sont enfermés dans leur bureau, ordinateur ouvert, pile de dossiers à droite et à gauche, un portable, voire deux de temps en temps, et ils alimentent une machinerie gestionnaire absolument implacable qui ne cesse de les solliciter, de les mettre en activité pour actualiser un protocole, descendre une information, remonter une information, répondre à un mail, etc., etc. On est dans un monde, je sais que vous avez parlé de l'impact des technologies, des nouvelles technologies, je crois, il n'y a pas longtemps dans cette enceinte-là, hein, mais on est dans un monde dans lequel, si je parle de machines de gestion, c'est parce qu'on a l'impression, bien sûr, que ces cadres étaient bien plutôt activés par les machines qu'ils ne les activaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient bien plus des machines que des outils. Donc ils passent un temps considérable, d'ailleurs. Nous, on a appelé ça machine de gestion pour faire un peu chic, pour faire un peu chercheur. Hein. Mais ça fait fond sur la vieille distinction de Marx entre les outils et les machines. L'outil, c'est quand l'ouvrier est encore le maître de son outil qui l'aide à travailler. La machine, c'est quand l'ouvrier devient une dépendance, évidemment, de la machine. Mais la meilleure formule que j'ai entendue là-dessus ne vient pas du tout d'un chercheur, mais elle m'a été donnée par un praticien, le directeur du développement d'une grande compagnie d'assurance. Donc ça fait encore partie des choses que tout le monde sait. Hein. On ne fait pas grand-chose pour les soigner, tout le monde le sait. Et ce directeur du développement d'une compagnie d'assurance me disait « mais Mathieu, je comprends tout à fait ce que vous dites sur l'emprise des machines de gestion qui retirent mes cadres du travail opérationnel. Moi, je ne cesse pas de leur dire « sortez du cockpit ». Il me dit « vous appelez ça des machines de gestion, c'est chic, moi j'appelle ça le cockpit ». J'ai l'impression que mes cadres de première ligne gèrent leur équipe depuis un cockpit d'Airbus sur lequel ils ont tellement de cadrans qu'ils ne prennent plus jamais la peine de descendre sur le tarmac pour voir comment se passe le travail concret, réel. Ce sur quoi s'était pas tellement interrogé ce directeur de développement, c'est sur la part qu'il avait pris lui-même à la construction du cockpit. Et je vous assure qu'il n'était pas tout à fait innocent, évidemment, dans la multiplication des cadrans, instruments, etc., qui embolisaient l'agenda de ces cadres. Donc il passe un temps considérable, évidemment, dans ce travail, qui est beaucoup plus un travail administratif et gestionnaire que proprement managérial. Il passe un temps fou aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces réunions d'information descendantes que l'on prépare, que l'on reçoit, puis que l'on donne, etc., etc.
Et puis, ils passent aussi un temps considérable quand ils ont fini de recevoir leur réunion, de la répercuter, de la préparer, de remplir les machines de gestion, etc. Est-ce qu'ils retournent au chevet des malades ou au pied des machines? Eh bien souvent non, parce qu'ils ont des réunions projets. Ils sont pris dans des groupes projets. On les a associés, parce qu'on est à l'ère de la transversalité, quand il faut casser les silos, etc. Enfin, vous connaissez ça. Et donc, évidemment, on les a associés à l'innovation gestionnaire ou organisationnelle, et donc ils participent à tout un tas de projets. Mais ils peuvent participer à 3, 4, 5, c'est à l'hôpital qu'on a trouvé les records, 6 ou 7 projets à la fois. Vous avez des cadres de santé qui sont multi-projets, quoi. Et il est évident que quand vous êtes dans tout un tas de projets, bien évidemment, comme il y a du travail intercession, etc., ça crée une force qui vous aspire de plus en plus loin, évidemment, du travail opérationnel. Je dis un mot d'ailleurs sur ces projets. L'idée d'associer les cadres de première ligne à la conception des futures règles n'est pas mauvaise en tant que telle. C'est même plutôt une bonne idée, évidemment. La question, c'est plutôt, à mon avis, elle est double. Ce n'est pas de les associer, ça c'est très bien. C'est d'abord certainement le rythme, bien entendu, des nouveautés qui déclenchent des projets. Et évidemment, quand la direction ne fait pas son travail de régulation et d'arbitrage, mais qu'elle envoie évidemment toutes les innovations, eh bien, elle embolise complètement sa ligne managériale sous les projets, bien sûr. Mais il y a une deuxième cause aussi, je crois, qui est délicate, qui rend ces projets délicats, c'est que les projets auxquels sont associés les cadres avec lesquels on travaillait, ce sont très rarement, ou de plus en plus rarement, en tout cas dans les entreprises qui allaient mal, des projets qui proviendraient du constat des difficultés du travail réel. Ce sont des projets qui viennent d'ailleurs, du niveau corporate, du législateur, de la haute autorité de santé, de l'agence régionale d'hospitalisation, du législateur qui a tout un tas d'idées sur la façon dont il faut gérer les entreprises et qui les rend obligatoires, de l'actionnaire et de ses séides qui vous obligent aussi à tout un tas d'innovations, voire même le monde étant pavé de bonnes intentions, de Vigeo ou de Great Place to Work qui vous demandent impérativement de mettre en place certains dispositifs managériaux qui vous permettront d'être classés très haut dans le classement Great Place to Work ou Vigeo. Et donc vous mettez en place ces innovations, pas tellement d'ailleurs, pour améliorer le travail et la façon dont on le fait. On met en place ces innovations pour pouvoir montrer à l'extérieur, à l'actionnaire, au législateur, à Vigeo, à la RH, au ministère, qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on a une logique d'innovation de plus en plus extravertie, dans laquelle on n'innove pas à partir du constat des difficultés du travail pour les améliorer, mais dans laquelle on innove de plus en plus pour rendre des comptes à l'extérieur à des parties prenantes qui nous en demandent. Avec la conséquence que non seulement nos cadres, évidemment, sont de plus en plus pris dans ces projets, ont moins en moins de temps à consacrer au soutien de la régulation du travail, mais en plus, ils sont associés à des projets dont ils nous disent eux-mêmes, alors avec tout un vocabulaire souvent très drôle, on vient de m'associer à un projet, et là, tout dépend de leurs compétences en matière de planétologie, mais ils nous disent, par exemple, on vient de m'associer à un projet qui vient de Sirius, ou alors de la planète Mars. Ou alors, ils nous disent, on m'a associé à un projet, là, on est en train de prévoir une usine à gaz. Et quand ils emploient tous ces mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire, en fait, de façon très concrète, ce que j'essaie de dire là, c'est qu'on les associe à des projets dont ils se demandent bien en quoi ils rencontrent les préoccupations et en quoi ils vont permettre de résoudre les difficultés du travail opérationnel qu'ils continuent encore de temps en temps à entendre. De moins en moins, mais de temps en temps quand même. Donc, vous voyez, si on n'est pas attentif aux nécessités de la régulation, on risque effectivement de ne pas prévoir de temps de dialogue sur le travail. Et ce dialogue sur le travail, il accueille évidemment le travail de régulation, de mise au concret des règles, de fabrication ici et maintenant des solutions pour aujourd'hui. Donc on risque de ne pas prévoir de temps de dialogue. Si on n'y est pas attentif, on risque de ne pas installer cette nécessité de la régulation au cœur de l'agenda de nos cadres de proximité. Alors quand en plus d'autres vous raconteront qu'en fait, la seule bonne façon d'être cadre, c'est de libérer vos équipes pour les regarder grandir, voilà, ce sera évidemment complètement fini. Troisième ressource tout à fait indispensable qui risque de manquer, qui est une ressource très importante à la régulation, ce sont, d'ailleurs je crois que ce sont les ergonomes qui ont pris ce mot-là, ce sont les marges de manœuvre. Pour que l'on puisse réguler le travail, encore faut-il que les équipes et leurs cadres, au plus près du travail, aient quelques marges de manœuvre.
C'est-à-dire qu'ils puissent, pas toutes les marges de manœuvre, bien sûr que non, mais au moins quelques-unes, qu'ils puissent, face au constat des difficultés du travail qu'ils ne manqueront pas de constater, qu'ils puissent, à leur niveau, construire une ou deux solutions, évidemment. Une ou deux solutions. S'ils n'ont aucune délégation de décision, aucune délégation budgétaire, aucune marge de manœuvre, pourquoi les cadres retourneraient-ils face à un travail qui pose problème, mais c'est la nature du travail, c'est aussi le challenge du travail, qui pose problème nécessairement, mais face au problème du travail, ils n'ont jamais à leur niveau la possibilité d'y répondre. En gros, ce serait très vite reconnaître auprès de leurs équipes qu'à peu près ils ne servent à rien, quoi. Bien entendu. Donc la question des marges de manœuvre, elle est très importante. Or, vous le savez sans doute comme moi, toutes les grandes études françaises sur le travail, celles de la DARES, montrent quoi sur les 10 dernières années? Une réduction très importante des marges de manœuvre, de l'encadrement et de l'encadrement de proximité. Et si je n'ai pas de marge de manœuvre, je ne retourne pas réguler le travail. Enfin, il me semble que si l'on n'est pas suffisamment averti des nécessités de la régulation, on risque même de mettre en place des politiques que l'on croit bonnes, mais qui vont détruire des ressources nécessaires à la régulation. À quoi je pense? Je pense par exemple à des politiques RH que j'ai vu se développer dans beaucoup d'entreprises et qui consistent par exemple à faire rentrer massivement ce que j'appelle des cadres hors sol dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre hors sol? Vous les connaissez comme moi, c'est quelqu'un qui est plein de compétences managériales. Il a énormément de compétences managériales et il est très important qu'il en ait. Mais souvent, comme on l'a recruté pour ses compétences managériales, eh bien, en même temps, il n'est pas rare qu'il n'ait plus du tout de compétences métiers. Et qu'on ait pensé que ce cadre gavé de compétences managériales était une espèce de génie, qu'on allait pouvoir le poser sur n'importe quel métier et qu'il ferait des miracles. Un cadre qui n'a pas de compétences métiers, qui n'a pas de compétences techniques, n'ira pas, ou il lui faudra beaucoup de temps avant qu'il retourne au contact du travail et de sa régulation. Pourquoi ? Parce qu'un cadre qui n'a que des compétences managériales et aucune compétence métier, il n'est pas fou, il est un minimum stratégique. Retourner au cœur du travail le met en danger. Le met en danger. Son équipe va vite se rendre compte qu'il ne sait pas, évidemment, qu'il ne sait pas faire. Donc évidemment, ce n'est pas pour essayer de dire qu'il faudrait des cadres qui soient systématiquement des techniciens ou uniquement des hommes de métier, mais il faut les deux, bien entendu. Il faut les deux. Si on n'a que des cadres hors sol, eh bien là aussi, on crée bien peu de ressources pour la régulation du travail opérationnel. On est en train de se créer des cadres qui vont s'enfermer dans leur bureau et vont apprécier le cockpit plutôt que le tarmac, quoi. Ils sont bien peu incités à aller passer du temps sur le tarmac parce que le tarmac les met en danger, bien entendu. Voilà, donc je crois qu'effectivement, on peut établir deux choses. Le bon travail, c'est une ressource pour la santé des collaborateurs, faire du bon travail. Pour faire du bon travail, on a besoin de deux choses essentielles, des bonnes règles et de la régulation. Et il me semble que ce qui pêche dans beaucoup de nos organisations contemporaines, c'est qu'on consacre énormément d'attention et de moyens à la question des règles et trop peu, voire pas du tout d'attention et de ressources à la question de la régulation. Pas de temps de dialogue, pas de présence des cadres, pas de marge de manœuvre, multiplication des cadres hors sol, etc., etc. Et ça, évidemment, ça ne met pas de ressources à la disposition des collaborateurs pour réguler. Or, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de ressources que les collaborateurs ne réguleront pas. Ils vont réguler, évidemment, ils sont bien obligés de sortir le travail tous les jours. Ils vont le faire. On est bien obligé de soigner. Mais là, ils vont mal le faire. Ils vont le faire de façon parfaitement épuisante. La régulation va partir dans tous les sens. Non seulement on va être fatigué, mais avec jamais l'impression de réussir à restabiliser le travail. Et donc, évidemment, la régulation aura lieu quand même, mais elle sera, bien sûr, parfaitement épuisante pour les collaborateurs. Et on y épuisera les collaborateurs. On ne leur donnera pas les moyens de faire du bon travail, ce qui est important pour les collaborateurs et ce qui est important, me semble-t-il, un tout petit peu pour l'organisation et pour l'entreprise, bien sûr. Mais en plus, on ne se donnera pas les moyens d'améliorer l'organisation et d'innover au terme, évidemment, du dialogue sur le travail, puisqu'il n'a pas lieu. Donc on rate évidemment beaucoup de ressources, à la fois pour la santé, mais aussi, bien entendu, pour la performance. Alors pour finir, ça va, vous survivez? Pour finir, j'aimerais juste donner quelques pistes, et puis on les reprendra en discutant.
pour finir, j'aimerais indiquer quelques directions qui me semblent importantes pour justement pouvoir mieux réguler la transformation de nos organisations, à la fois pour en obtenir de la performance, mais aussi de la santé. Bon, vous l'avez compris, les recettes que je vais donner ne sont pas du tout des recettes universelles. Elles ne sont pas du tout universelles. Ce que je vais dire maintenant, c'est vrai pour aujourd'hui, dans nos entreprises contemporaines. Ce n'était pas vrai hier, ce ne sera pas vrai demain. On a besoin dans nos organisations de règles et de régulation, il n'y a pas de recette magique. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est la faiblesse de la régulation. Dans 15 ans, je vous dirai peut-être complètement autre chose. C'est bien pour... Comprenez bien que je ne suis pas en train de vous présenter les recettes miracles du change management, qui n'existent pas, quoi. Mais pour aujourd'hui, compte tenu du constat qu'on est très nombreux à faire dans les organisations, et qui ressemble un peu à ce que j'ai essayé de vous dire, hein, il me semble que l'enjeu, effectivement, pour mieux accompagner les transformations, c'est évidemment mieux soutenir la régulation. Mieux soutenir la régulation. Je crois, évidemment, vous l'avez compris, que si on veut mieux soutenir la régulation du travail, il me semble que le management de première ligne tient un rôle tout à fait essentiel. Il est un acteur, une ressource tout à fait importante de la régulation du travail opérationnel. C'est de lui qu'on attend qu'il suive les évolutions du travail, qu'il suive l'appropriation par les équipes des nouveautés, des nouvelles règles, des nouveaux standards, des nouveaux dispositifs que l'on met à leur disposition, qu'il soit capable de repérer les difficultés, de les expliciter, de les résoudre à son niveau s'il le peut, etc., etc. Bref, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est un cadre de première ligne qui fasse ce qu'on appelle tout simplement un véritable management du travail. On a besoin de managers qui managent le travail. Voilà. Alors, vous pouvez me dire, bah, oui, mais je tiens beaucoup à ce slogan, hein, qu'on est quelques-uns à partager. Manager le travail, peut-être que ça ne vous paraît pas très original, et pourtant incroyable, ça l'est profondément. Je suis dans une discipline dans laquelle le mot management est très rarement associé au mot travail. Et l'expression manager le travail, je vous assure qu'elle est très neuve. Dans ma discipline, on est les rois du management, on manage tout un tas de choses. Mais le travail, on manage des organisations, on manage des équipes, on manage des hommes. Quand on est parfaitement correct, on manage des hommes et des femmes, on manage des collectifs, etc., etc. Mais nous avons une propension, dans ma discipline et dans les entreprises, à faire l'ellipse sur le travail qui est absolument formidable. Bien sûr, on ne manage pas des organisations, des collectifs ou des personnes. Bien sûr que non. On manage des personnes au travail, des collectifs de travail. Et le meilleur service à leur rendre, compte tenu de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, si on veut bien les manager, c'est de se préoccuper de leur travail, bien entendu. Puisque leur travail et la qualité de ce travail, c'est pour eux l'espace du sens et de la construction personnelle. Par conséquent, ce dont il faut se préoccuper, c'est évidemment de manager le travail. Et pour produire de la performance, mais aussi de la bonne santé, manageons le travail. Oh, on peut créer des salles de pause, on peut faire des hotlines psychologiques, on peut même, pourquoi pas, se mettre à la méditation en pleine conscience. Comme c'est la grande mode, je ne ferai pas de mal, hein. Mais il me semble que la performance et la santé interrogent les basiques du management. Qu'est-ce que l'on met en place pour bien travailler? Et donc, ce qu'il s'agit évidemment de manager, me semble-t-il, c'est effectivement le travail et le meilleur service à rendre à notre entreprise et aussi à ses collaborateurs, c'est effectivement de se préoccuper du travail et de la façon dont on le fait. En même temps, évidemment, il faut bien voir que le travail est une chose redoutable, manager le travail est une chose extrêmement exigeante, tout à fait redoutable, et par conséquent, ça se conçoit un management du travail. Ça se prépare, ça s'anticipe. Je vais vous dire tout à l'heure qu'il me semble qu'au cœur de ce management du travail, il y a la capacité des managers à animer un dialogue régulier sur l'activité concrète. Et je vous dirais de façon un peu pompeuse, mais je crois au moins claire, hein, que ce management du travail, ce dialogue sur le travail, il est très nécessaire, mais il est très difficile. Très difficile. Hein, parce que, vous voyez bien, manager le travail, dialogue sur le travail, tout ça a l'air toujours très gentil. Dialogue, on se dit, ça c'est le management sympa. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Dialoguer, ça veut dire des managers qui descendent dans l'arène du travail et qui prennent leurs collaborateurs et leurs difficultés en pleine figure.
L'espace du dialogue sur le travail, c'est l'espace du courage managérial, il n'est pas ailleurs. Hein. Il faut du courage en tant que manager pour animer et soutenir le dialogue sur le travail. Autant il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de courage ailleurs, autant là, il y en a. Parce que je descends dans les difficultés du travail, et des difficultés du travail, il y en a, vous en doutez bien. Je les affronte en les écoutant, en les explicitant, en les tranchant et en accompagnant leur résolution. C'est l'espace, évidemment, dans lequel je m'expose, dans lequel je me mets à nu, hein, dans lequel je peux être pris en flagrant délit d'incapacité, d'incapacité à concevoir des solutions, à tenir le groupe, à animer le dialogue, etc., etc. Donc évidemment, ce management du travail qui passe par un dialogue régulier sur l'activité, c'est un management qui se conçoit. Il y a une véritable ingénierie du dialogue sur le travail. Vous en suivez un peu l'idée ? Je vais la préciser. Je pense que cette ingénierie, elle passe au moins par 3 choses. Je pense qu'il y a un chantier organisationnel. Je pense qu'il y a un chantier très concrètement sur la question du dialogue, qui n'est pas simple. Et je pense qu'il y a aussi un petit chantier en matière de ressources humaines. Si on veut manager le travail, si on veut concevoir une ingénierie du dialogue sur le travail, il y a un chantier organisationnel, un chantier proprement sur le dialogue, et puis un chantier ressources humaines. Je vous dis 2-3 mots de chaque. Le premier chantier, c'est un chantier organisationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on veut avoir des managers de première ligne qui prennent en charge la régulation, qui ouvrent un espace de dialogue sur le travail, qui l'animent, etc., eh bien, il faut évidemment que la régulation du travail opérationnel revienne au cœur de leur fiche de poste. Or, nos cadres, aujourd'hui, le constat que l'on fait, évidemment, c'est que leur fiche de poste est complètement embolisée, vous savez, par tout ce qu'on a appelé les tâches connexes, qu'on a ajoutées au cadre, et qu'on a tellement ajouté que ces tâches connexes sont devenues le cœur de son activité. C'est pour ça qu'il passe son temps dans le cockpit, dans les groupes projets, etc., etc. Et par conséquent, le premier chantier organisationnel, en tout cas, ce que très concrètement on fait avec beaucoup d'entreprises qu'on accompagne, c'est se ressaisir de la fiche de poste des cadres, en faire le diagnostic, enlever des tâches de manière à refaire de la place pour la régulation du travail opérationnel. Parce qu'on a des cadres qui, pour une bonne part, avant même d'avoir des problèmes de compétences, ont des problèmes tout simplement de temps et de disponibilité, sont empêchés de réguler le travail opérationnel parce qu'ils sont attirés par tout un tas de tâches concurrentes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, par exemple, il était très à la mode dans ma discipline de dire qu'une bonne gestion des ressources humaines ne peut pas être faite en centrale par des gestionnaires des ressources humaines. Qu'il fallait que tout le monde soit DRH. Donc on a sorti un bouquin qui s'appelait « Tous DRH ». Du coup, on a demandé aux cadres de proximité de faire de la RH. Et on les a équipés d'outils, de scripts, de tout un tas de trucs, etc. Et comme ça, ils sont devenus DRH. Le seul problème, c'est que les contrôleurs de gestion, qui ne sont pas fous, ils ont dit tous contrôleurs de gestion. Eh oui, nous aussi. Mais le responsable de la qualité, il a dit « je ne peux pas faire de la qualité tout seul ». Tous responsables de la qualité. Le spécialiste de maintenance a dit « mais tous responsables de la maintenance ». Puis le dernier né, l'hygiène, sécurité, etc., a dit « tous responsables de l'hygiène, sécurité ». Et chacun a collé ses patchs d'outils, d'instruments, de reporting, de comptage, de machin, etc. Et ce qui fait qu'effectivement, on a des cadres qui sont très largement, et dans un premier mouvement, empêchés d'aller réguler le travail. Pourquoi? Parce que terriblement happés, évidemment, par d'autres types d'activités. Donc un des premiers chantiers consiste, je crois, à créer de la place dans l'agenda des cadres, à les désempêcher pour qu'ils puissent effectivement dégager du temps pour retourner dans la régulation du travail opérationnel. Deuxième chantier important, c'est la question des marges de manœuvre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc je passe très rapidement dessus. Un cadre qui n'a aucune marge de manœuvre n'ira pas réguler le travail opérationnel. Donc il faut reconstituer ces marges de manœuvre. Dans la banque, par exemple, dans laquelle on est beaucoup intervenu, on avait tout un tas de directeurs d'agence qui disaient tout simplement « mais que voulez-vous que je manage ?» La moindre ristourne, la moindre extourne, la moindre négociation de taux ou de risque, ça ne dépend pas de moi. Comment voulez-vous que j'alimente la régulation du travail opérationnel de mes collaborateurs? Ils ont bien vu que je n'étais qu'un facteur. Et bien évidemment, un directeur d'agence qui, dans son agence, ne peut prendre à peu près aucune décision, ne peut pas être un régulateur du travail opérationnel, il n'est pas un soutien, évidemment, pour son équipe. Donc, travailler sur les marges de manœuvre, ça c'est très important. Troisième point dans ce chantier toujours organisationnel, je crois qu'il faut aussi tenter de développer la subsidiarité dans nos organisations.
La subsidiarité. Qu'est-ce que c'est que la subsidiarité? J'en dis deux mots, je crois que c'est une très belle bannière, c'est très difficile à mettre en place, mais la subsidiarité, vous savez, ce n'est pas simplement la délégation, ce n'est pas simplement l'idée qu'on va donner plus de délégation à nos cas de proximité. Non, la subsidiarité, c'est une idée peut-être un peu plus ambitieuse, c'est l'idée de la délégation à l'envers. La subsidiarité, c'est cette idée que l'on va donner aux équipes et à leur encadrement la possibilité, depuis un dialogue régulier sur le travail, de mettre en activité les échelons supérieurs, la technostructure et les experts de l'organisation, de leur déléguer du travail de conception et de reconception. Lorsque je constate une difficulté, que j'ai la possibilité qu'il existe un mécanisme qui va me permettre de mettre en activité les concepteurs à partir des difficultés constatées. Ça, c'est la subsidiarité. Et je crois effectivement que l'on a beaucoup besoin dans nos organisations d'introduire de la subsidiarité, et cette subsidiarité, elle se conçoit. Introduire des mécanismes qui portent la subsidiarité, c'est-à-dire la possibilité, depuis le constat des difficultés du travail, la possibilité pour les encadrants de mettre en activité les échelons supérieurs et la technostructure. Énorme changement culturel. Parce que dans la technostructure, tout le monde se vit évidemment avant tout comme étant le fonctionnel qui prescrit des façons de travailler pour les gens du terrain. Pas l'inverse, évidemment. Pas l'inverse. Pas des gens du terrain qui m'interrogeraient pour que je reconçoive des choses que j'avais proposées, quoi. Gros changement culturel. Mais au cœur de la subsidiarité, ce qui l'alimente concrètement, je crois que c'est justement la possibilité de faire dialoguer le travail au niveau local. Ce qui va permettre de déléguer des chantiers de conception et de reconception, c'est si le travail est mis en discussion au niveau local. Et donc, ces lieux de dialogue sur le travail, il faut les concevoir. Dans une organisation dans laquelle tout est normé, tout est processé, si on pense que le dialogue sur le travail, c'est l'informel, c'est la machine à café, quelle blague. Non, si on ne conçoit pas ces temps de dialogue sur le travail, eh bien, le dialogue sur le travail de façon sérieuse, de façon profitable pour les équipes, n'aura pas lieu. Donc, ce temps, il se conçoit. Ce temps, il se conçoit. Il se conçoit comment? Il se conçoit avec des questions très techniques, très cambouitiques, mais tout à fait nécessaires. Mais tout à fait nécessaires. Il faut se demander dans une équipe, par exemple, au fait, on a besoin de se parler du travail quand? Toutes les semaines? Tous les jours? Tous les mois? Tous les 2 mois? C'est quoi notre rythme? Cette question du quand, elle est tout à fait essentielle. La fréquence du dialogue sur le travail n'est pas la même selon que je suis aux soins intensifs au CHU de Clermont, dans lesquels à peu près toutes les 15 minutes, il se passe quelque chose, ou selon que je suis au chantier de l'Atlantique à Saint-Nazaire, en train de construire un panneau de coque sur un temps de cycle qui est plutôt entre 15 et 20 jours, quoi. Or, si le temps du dialogue sur le travail n'est pas adapté au rythme du travail, il y a de fortes chances que je rate le travail, quoi, et ses difficultés. Donc la question du quand est tout à fait essentielle. La question aussi de qui dialogue. Qui dialogue? C'est l'équipe qui dialogue ensemble? Elle dialogue seule, l'équipe? Mais je ne le crois pas. Je crois qu'effectivement, il faut certainement prévoir des temps entre pairs, mais je crois qu'il faut impérativement, bien sûr, que le cadre soit au cœur de ce dialogue sur le travail. Et ça, bien entendu, ça se conçoit. On dialogue sur le travail, mais le travail, il ne nous saute pas aux yeux. Donc non seulement il faut une fréquence, non seulement il faut savoir avec qui, mais il faut aussi savoir de quoi on parle. Comment je vais alimenter, qu'est-ce qui va alimenter ce dialogue sur le travail? Pour être sûr qu'on ne rate pas le travail, qu'on parle de choses sérieuses. Et là, on équipe beaucoup dans les organisations. Hein. C'est une vraie question dans les organisations avec lesquelles on intervient. Comment on va parler du travail? Qu'est-ce qui va représenter le travail dans nos débats? On prend une photo. Dans certaines interventions, on prend des photos. Quand ça s'y prête, on a des chantiers, etc. Bon. Est-ce que je fais un récit? Est-ce que j'ai un carnet d'événements? Est-ce que j'ai des indicateurs qui vont pouvoir cesser de servir uniquement à du reporting mais qui vont servir en local à du pilotage? Oui, mais alors lesquels? Etc., etc. En tout cas, cette question de à partir de quoi on parle du travail, comment on va convoquer l'activité dans nos débats, les ergonomes connaissent bien ça, est absolument essentielle. Donc il y a de la matérialité. Et puis enfin, il y a la question aussi, dans la conception de ce dialogue sur le travail, il y a la question bien sûr de quel résultat. Et là, il faut être très clair. Hein. Ces espaces de dialogue sur le travail, ils sont de ce point de vue-là assez mal nommés, puisque la finalité du dialogue sur le travail, ce n'est pas de dialoguer. Hein. La finalité du dialogue sur le travail, c'est de produire des solutions pour ici et maintenant, pour aujourd'hui, pour permettre à l'équipe de faire du bon boulot.
Autrement dit, la finalité du dialogue sur le travail, c'est la décision. C'est produire localement des solutions qui vont nous permettre d'au moins pas trop mal nous en sortir pour aujourd'hui. Au moins de maîtriser à peu près l'activité, de ne pas être complètement débordé, de sauver le bon travail. Autrement dit, espace de dialogue sur le travail, c'est un mauvais mot parce qu'on a souvent l'impression qu'il s'agit de donner la possibilité aux gens de dialoguer. Avec cette idée, vous savez, à laquelle je ne crois pas, c'est que quand les gens dialoguent, ça a des vertus psychologiques parce qu'ils déposent leur fardeau, etc. Bien. Ou alors, et ça c'est beaucoup plus juste, ça a des vertus développementales et apprenantes parce que j'entends l'autre. Vous savez, c'est le co-développement, ça. Je vais entendre l'autre, il va me partager un coup, ça va m'interroger profondément, donc je vais en sortir grandi, j'aurai appris des choses nouvelles, etc. C'est pas faux, c'est pas faux. Sauf que si vous ne proposez que ça dans du co-développement, ça va durer 6 mois. Et ça s'arrêtera immédiatement. Pourquoi ? Parce que si ce qu'on vous offre, c'est uniquement un espace de parlotte sympathique, je vois mes collègues, on fera un peu de team building, ça va créer un peu de solidarité, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça va créer un peu d'apprentissage, j'entendrai les bons coups des collègues, c'est vrai, ça aussi. Mais si, au terme de ce dialogue dans lequel je vais faire apparaître plein de choses, je ne suis jamais capable de mettre la main sur l'organisation, c'est-à-dire de la transformer pour qu'elle me permette demain de mieux travailler, si je constate que de ce dialogue, je ne peux jamais, depuis ce dialogue, je ne peux jamais transformer concrètement ma situation de travail, eh bien, ça va très vite faire pchit. Très vite faire pchit. Donc la finalité du dialogue sur le travail, c'est bien la décision, la régulation au sens fort de produire des règles. Et c'est d'ailleurs ma conviction, c'est si ces espaces de dialogue sont bien conçus comme des espaces de décision et de production de solutions concrètes, qu'alors ils deviendront durablement aussi des espaces d'apprentissage et de développement de compétences et des espaces de construction de collectifs. Mais dans cet ordre-là, on n'en obtiendra les bénéfices psychologiques et sociaux que si on en a fait d'abord un espace du politique dans lequel on est capable de produire localement des solutions et de l'organisation. Bien entendu, couche supplémentaire, je la garde peut-être pour un exemple si vous voulez après dans la discussion. Ce dialogue local, on va se rendre compte assez vite que contrairement à ce qu'on pouvait penser, il est producteur de plein de choses en fait. Et il va permettre aux équipes et à leur management de redécouvrir tout un tas de marges de manœuvre. Ça, c'est le constat qu'on fait à chaque fois. Donc, ça va vraiment renforcer le pouvoir d'agir local. Mais en même temps, bien entendu, on va aussi produire des difficultés que l'on ne peut pas résoudre à notre niveau. Donc, évidemment, si on veut que le dialogue local ait lieu longtemps, il faut qu'il soit connecté à d'autres espaces qui vont pouvoir récupérer les choses mises à jour dans les espaces locaux, mais qu'on ne peut pas traiter dans les espaces locaux. Autrement dit, si j'ouvre des espaces de dialogue au plus près du travail opérationnel, il va falloir que j'en ouvre d'autres à des niveaux supérieurs dans l'organisation qui vont pouvoir récupérer ce qui se dit dans ces espaces locaux. Deuxième niveau de difficulté. Et puis, il va falloir que je crée des liens entre ces espaces. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce qui sort de l'espace local produise, là encore, de la matérialité. Du compte-rendu, de la fiche suiveuse, enfin des choses qui vont permettre, évidemment, d'être portées à un niveau au-dessus. Voilà. Donc, ça pose, évidemment, de vraies questions d'ingénierie, vous voyez, hein, très, très sérieuses. Très, très sérieuse. Enfin, un dernier point, un chantier RH, mais là-dessus, je passerai vite parce que j'en ai déjà dit beaucoup de choses. Le chantier RH, c'est tout simplement, me semble-t-il, sur la politique de recrutement de nos cadres. Hein. Je crois qu'il faut conserver cette idée un peu contre la mode de ces dernières années, hein, qu'un bon cadre, c'est aussi un cadre du métier. C'est aussi un cadre qui a du métier. Ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça, bien sûr. Mais dans nos organisations, on a horreur, c'est normal, des choses un peu ambiguës, vous savez. Donc on est passé d'une époque où le meilleur technicien devenait le meilleur cadre, et on était embêté, à une époque dans laquelle on a tellement dit ça que désormais dans toutes les entreprises, il semblerait que la loi et les prophètes soient de dire c'est pas le meilleur technicien qui devient le cadre, il faut un mec qui ait des compétences managériales. Et donc s'il vient de l'externe, il ne connaît rien, métier, c'est pas grave, il aura des compétences managériales. C'est tout aussi faux, évidemment. Il faut de la professionnalité. Et puis deuxième point, je crois qu'il faut aussi veiller à la stabilité de nos cadres. Pourquoi ? Parce que le dialogue sur le travail, tout le monde s'en méfie, parce que c'est cette figure terrible que j'ai évoquée tout à l'heure, dans laquelle je me rends vulnérable, aussi bien le chef que le collaborateur. Et comme tout le monde s'en méfie de ce dialogue, bien entendu, tout le monde s'en méfie, eh bien, ça suppose de la confiance. Et cette confiance, on ne la produit qu'en tentant de dialoguer. N'attendons pas que la confiance soit rétablie pour se mettre à dialoguer. La confiance, elle est nécessaire pour le dialogue à venir, mais elle se construit dans le dialogue. Au début, on y va sur la pointe des pieds, on ne sait pas si on a le droit de dire, d'ailleurs souvent on ne dit rien.
puis un jour on dit un petit truc, puis si c'est accueilli, si on en fait quelque chose, peut-être la prochaine fois je dirai autre chose, etc., etc. Mais pour ça, il faut que nos cadres aient un peu de stabilité dans leur poste, évidemment, et qu'ils ne changent pas tous les 18 mois. À peine j'aurai créé suffisamment de confiance avec mon cadre que ça y est, il est parti, tout est à reconstruire avec un autre. Bien sûr. Voilà. Donc je crois qu'il y a là, évidemment, un véritable enjeu pour la transformation de nos organisations, et particulièrement dans les périodes de transformation, évidemment, de savoir mettre des ressources pour la régulation du travail opérationnel. Ça, c'est un enjeu extrêmement fort, et je crois que cet enjeu d'une conception de la régulation du travail, c'est un enjeu qui, bien entendu, est bon pour la santé, pour le sens du travail de nos collaborateurs, pour leur qualité de vie au travail, mais en même temps, évidemment, cette régulation, ce dialogue conçu sur le travail, il est une ressource aussi essentielle pour l'organisation, pour innover, pour s'approprier le changement, pour s'approprier le nouveau, pour faire qu'on ait enfin des transformations qui prennent et qui produisent quelque chose. Et donc je crois que ce dialogue sur le travail, il est à la fois évidemment bon pour les personnes de l'organisation et il est bon pour le développement de l'organisation. Je terminerai en disant juste un mot, c'est que ce dialogue sur le travail que je vois comme étant bon pour les personnes, mais aussi bon évidemment pour l'organisation, je signalerai qu'il est vraiment, je crois, l'endroit où se conquiert l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Je crois que l'entreprise aujourd'hui, elle sera compétitive, elle sera concurrentielle, elle sera éventuellement meilleure que les autres si elle arrive, si elle a réussi justement à concevoir un dialogue régulier et de qualité sur le travail opérationnel. Ça, il faut s'en convaincre, parce que les règles, c'est très important, mais nos règles, nos process, nos standards, nos systèmes d'information qui les incorporent, etc., c'est très important. Mais tout ça, c'est copiable. Tout le monde a les mêmes, achetés chez les mêmes cabinets de conseil. Donc c'est très peu finalement sur les procédures, les standards, les systèmes d'info, etc. qu'on fait la différence, extrêmement peu. En revanche, sur la régulation, sur notre capacité à avoir conçu une organisation qui permet et qui porte le dialogue régulier sur le travail, qui suppose du temps, de la confiance, de la collégialité, de l'écoute, qui suppose d'avoir accepté de se rendre vulnérable, etc., eh bien ça, évidemment, c'est très difficile à copier. Et donc c'est aussi là-dessus que se construit l'avantage concurrentiel des entreprises. Merci beaucoup.